On va commencer avec Adrien Cassina, qui est engagé depuis de nombreuses années dans l'expérimentation et la mise en œuvre des droits culturels. Il mène une carrière qui conjugue à la fois des activités professionnelles de responsable de l'action culturelle et des publics à la ville de Dijon et un engagement syndical en tant que représentant CGT du personnel, avec une implication dans la recherche et l'enseignement en sciences de l'information et de la communication. Il intervient régulièrement à l'université lors d'enseignements portant sur la communication culturelle et son analyse infocommunicationnelle face aux enjeux de la transition socio-écologique. Il est membre du laboratoire CIMEOS à l'Université de Bourgogne et il co-organise depuis 2 ans un séminaire de recherche intitulé Art et écologie, interrogeant artistes, chercheurs et professionnels sur leurs pratiques dans le cadre de l'Anthropocène. Voilà, je laisse la Merci. parole. Allez. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai la difficile tâche de démarrer cet après-midi, donc voilà, on va y aller tout en douceur. Tout en douceur. Sur les mots d'introduction, effectivement, moi, c'est un travail, donc mon travail de thèse que j'ai réalisé soutenu il y a 2 ans, mais réalisé quelques années encore avant. Et puis effectivement, maintenant, je suis plutôt parti sur les questions liées à la transition écologique. Donc c'est avec plaisir que je reviens dans le monde de la poésie. Voilà, mais ça fait effectivement 2 ans que je suis un peu parti sur autre chose. Mais vous verrez, j'espère en tout cas sur l'ouverture de vrais liens qui pour moi sont importants. Alors, ethnographie en ligne des poètes ordinaires, devenir poète, poétesse avec cette écriture inclusive sur et avec le web. C'est donc ce que je vous propose de regarder. En fait, j'ai effectué un zoom en quelque sorte sur ce qui à l'époque s'appelait encore Twitter, puisque c'était un des cœurs de mon travail et je trouve ça du coup très intéressant et complémentaire par rapport à la présentation de Camille de ce matin sur Instagram, puisque moi c'était une partie, une zone d'ombre que je n'ai pas traitée forcément, donc c'est très complémentaire. Alors, les hypothèses de départ, moi, qui ont présidé à cette recherche, c'est l'existence d'un collectif qui partageait des manières de faire communes, que le web, pour mon approche, contribue à l'émancipation des membres de ce collectif et qui c'était très important pour moi et encore une fois chez Camille, mais tu en as parlé ce matin sur la question de l'opposition ou du binôme amateur-professionnel qui m'a occupé pas mal de temps au démarrage, qui ensuite, enfin, j'ai réussi à trouver les outils, on va dire, et les notions intellectuelles pour dépasser et trouver d'autres méthodes pour avancer. Avec cette question très simple, comment est-ce que les poètes, poétesses inventent-ils ou inventent-elles leur propre manière de faire de la poésie sur le web? Et on en a eu déjà pas mal d'exemples ce matin. Mon approche, évidemment, moi je suis donc d'un laboratoire en infocom, en SIC, sciences de l'information et la communication, avec, on évoquait des familles d'approches à l'intérieur de cette grande famille, autour des écrits d'écran, les écrits de réseau, etc. L'infocom permet aussi euh, comment dirais-je, des pas de côté, ou d'aller s'alimenter à droite et à gauche pour enrichir cette approche-là, ou la fabriquer tout simplement, et notamment la sociologie interactionniste, Goffman-Baker, qui, donc là, quelque part, une micro-sociologie, regarder ce qui se passe de très près, et puis évidemment un apport d'outils ethnographiques, et principalement sur mon terrain, qui était l'activité numérique. Mon terrain, du coup, rapidement, donc, des blogs, il y en a toujours, il y en avait en tout cas, et il y en a toujours, des revues en ligne, des forums, et puis des sites, des comptes, donc Twitter. Alors, pardon si je vais continuer à appeler Twitter, puisque c'est à l'époque, historiquement, c'était Twitter. Et puis, les tweets à l'époque étaient également en 180 caractères, ils n'avaient pas encore doublé. Donc, et puis, 16 poètes et acteurs de poètes, poétesses et acteurs de la poésie en ligne que j'ai pu rencontrer lors d'entretiens avec un échantillon. C'est aussi la magie alors de l'internet, mais aussi c'est pas du tout magique là pour le coup, de mes recherches. Je suis allé chercher c'était pour moi important d'aller travailler sur une partie de la francophonie, tout ce qui est francophonie autour des pays africains, je ne l'ai pas traité, donc France, Belgique, Québec et Suisse. Alors, comment devient-on poète sur, mais surtout avec le web? Une des premières questions que j'ai voulu traiter. Donc, je les ai écoutés me raconter leur formation, leur récit de leur formation, à la fois évidemment à l'écriture,
à l'informatique et au web. Alors, j'ai pas fait de questionnaire, mais plutôt des entretiens. Et effectivement, la question de se former à l'écriture, même s'il existe maintenant effectivement des masters, on peut penser aussi au club d'écriture. Il n'y a pas forcément, on n'est pas sur une pratique artistique telle que la danse ou la musique. Il n'y a pas d'école agréée, normée. L'informatique, j'allais dire, c'est un peu différent. Malgré tout, l'apprentissage de l'écriture, de l'informatique et des outils du web, voilà, ils se sont auto-formés ou principalement ont été, très souvent en tout cas, pardon, m'ont indiqué avoir eu un passeur. Voilà, quelqu'un, un côté qui a pu et les former soit dans l'écriture, dans la poésie, soit dans l'usage des outils du web. L'installation dans l'activité, alors je vais aller assez vite puisque le cœur de tout, c'est ensuite, mais c'est ce passage de ce qu'ils ont qualifié, c'est pas moi qui l'ai qualifié comme ça, d'une écriture pour soi à une écriture pour autrui, quelque chose qui a été extrêmement important. Le web permet ça. Et puis cette notion de cahier de brouillon à ciel ouvert. Alors ce matin, on en parlait aussi de cahier de brouillon, voilà, de ratures, de traces, ce qui se garde, ce qui ne se garde pas. Là, c'est évidemment la trace, mais pas que. C'est plutôt s'autoriser à écrire, à publier, et puis à revenir, à réécrire et à entendre les commentaires et à faire évoluer. Et cette trajectoire-là, ces parcours-là permettent aussi d'affirmer, d'affirmer une écriture, d'affirmer aussi une activité. Ce qu'on voit donc à la fois le web, donc objet technique, mon approche plus sociologique, d'écriture, de mise en page, de publication. C'est aussi vraiment un actant au sens je vais faire attention ici parce qu'il y a deux sens, enfin, au sens de Bruno Latour, mais aussi au sens d'une analyse théâtrale, c'est-à-dire quelqu'un qui vient aider à un moment donné, qui vient motiver, qui vient inciter dans une pratique régulière. Quand on est engagé, et je pense que là, pas mal de personnes ici présentes pratiquent cet engagement dans l'écriture. Il y a un moment donné, on ne va pas laisser son réseau social, son compte, sans un post, sans quelque chose, etc. Donc il y a vraiment une motivation, une incitation. Et puis la facilitation des interactions avec autrui, en tout cas d'autres poètes ou des lecteurs, qui est permis vraiment évidemment par le web. La construction de la présentation de soi en tant que poète. Moi, j'ai voulu également porter un regard, on va dire, éclairé par Goffman, c'est-à-dire comment l'identité, les identités, ou en tout cas, pour évacuer ce terme-là, comment on se présente à l'autre. Et notamment Twitter, mais pas que, évidemment, s'y prête. L'analyse de Goffmanienne par rapport à Twitter, elle est éclairante, c'est-à-dire il analyse l'interaction et la présentation de soi à l'autre en prenant la métaphore d'une pièce de théâtre. On est sur une scène, je suis sur la scène, vous êtes mon public, et il y a une interaction, personne là, voilà, tout le monde me suit. J'ai mis en scène la présentation de moi-même, hein, voilà, comme vous-même vous avez fait de même ce matin, j'imagine. J'ai mis en scène un certain nombre d'éléments que je vous présente, et évidemment, il y en a un certain nombre d'autres éléments que je ne présente pas et que je cache, ce sont les coulisses. Et puis, on se met d'accord sur le type d'interaction. Là, actuellement, ben voilà, j'ai été présenté, j'ai un micro, vous vous taisez, vous m'écoutez, dans 20 minutes, il y aura les questions. On s'est mis d'accord sur ces règles-là. Voilà, c'est ce que très rapidement Goffman nous dit. Eh j'ai voulu, moi, analyser la présentation des poètes sur Twitter, notamment, de cette manière-là. Ce qui me permet, parce que je reboucle, je me rends compte qu'on va très vite, je vais très vite, par rapport au binôme amateur et professionnel, ce qui me permet aussi, moi, en tout cas, le temps de ma recherche, d'évacuer ces questions-là, en disant, et la sociologie aussi m'aide à ça, ou l'ethnographie m'aide à ça, s'ils se présentent, écoute-les comme ils se présentent, considère-les comme ils se présentent. Et s'ils se présentent, on va le voir juste ensuite, comme poètes, ce sont des poètes, point barre. S'ils décident qu'ils écrivent de la poésie, ils écrivent de la poésie, et pas autre chose. Voilà. Et pour le moment, tu vas les suivre et tu vas les écouter comme tels. Je vous illustre ça juste après, mais il y a effectivement le choix du voilement ou du dévoilement, pseudonyme ou non réel.
La distanciation énonciative, on parle de soi à la troisième personne ou à l'inverse, le jeu, je suis poète, j'écris de la poésie, et puis l'utilisation ou l'évitement de l'appellation poète. Ça, ce sont des choses. Alors, démarrage de mes travaux, voilà, j'étais un peu allé sur une certaine école de SIC avec des polarisations que j'ai balayées parce que finalement c'est beaucoup plus riche. Oui, il y a quand même une polarisation, c'est-à-dire que j'avais mis en place quatre pôles en fonction du voilement et du dévoilement, en fonction des références plutôt romantiques ou d'une vision romantique de la poésie inspirée ou la poésie comme travail, comme processus, puisqu'on retrouve ces éléments-là. Euh, j'ai un peu lâché parce que je me dis que c'est plus riche finalement à un moment donné. Ça peut aider à un moment donné pour la compréhension et pour classer ce qui se passe sur Twitter, mais ça enferme quand même des pratiques qui sont parfois beaucoup plus complexes, beaucoup plus croisées. Donc je l'ai évacué. J'ai fait un article là-dessus, mais bon, je le renie pas. Voilà. Alors, quelques exemples de présentation. Voilà, pêle-mêle, effectivement, Robert Fred. Alors, il s'appelle Robert Fred, ce monsieur-là. Et il se déclare comme poète. Il dit où il est de Genève, il écrit de la poésie libre, des poèmes, etc. Mais il parle de lui à la troisième personne. Par contre, poésie, domaine poésie, a priori, c'est pas son nom. Par contre, elle parle d'elle à la première, de lui à la première personne, je sais pas qui est vraiment il ou elle. Voilà. Et puis on a poésie instantanée, poète, édition Bruno Doucet. Je sais qui c'est, je l'ai rencontré. Enfin voilà, il se présente pas comme tel. Enfin, il donne pas son nom non plus, mais par contre, il va donner la maison d'édition Bruno Doucet, qui est une maison d'édition importante quand même. Voilà. Et puis d'autres vont mettre en avant des choses importantes. Voilà. Cette personne a fait le salon de Paris en 2017. Ben voilà, elle le dit. Donc, j'ai fait, euh, j'ai fait ce salon-là. Voilà. Et puis, donc, les références, j'en ai parlé rapidement. On va avoir d'un côté des références au papier, au livre. On évoquait ce matin, est-ce que le livre est important? Alors, pour mon panel, enfin mon terrain, oui. Le web et le livre ne s'opposent pas du tout. Au contraire, alors je dirais pas qu'ils s'hybrident pas. Enfin, pas dans ce que j'ai regardé, c'était pas la question, mais en tout cas, ils dialoguent constamment, constamment, constamment. Voilà, les choses, c'est le numérique était devenu un outil complémentaire, en fait, un média complémentaire pour s'exprimer, pour travailler, pour devenir aussi poète, poétesse, et en tout cas avoir cette activité-là. On le retrouve dans des références visuelles, et puis ce que j'évoquais aussi, le don, l'inspiration d'un côté, et puis le travail de l'autre. Alors les choses parfois pareil, se mêlent, ne s'opposent pas, mais c'est vraiment quatre références qu'on retrouve. Alors là, un petit florilège euh, de, d'images où on voit effectivement, alors à la fois des aspects de la puissance créatrice naturelle, l'eau, les couchers de soleil, la lune un peu voilée, des statues un peu antiques, pas un peu, carrément antiques, des statues antiques, des mains avec une énergie, ou le théâtre, le rideau rouge, le voilement, le masque, etc. Et puis de l'autre côté, dans un autre endroit, des choses soit beaucoup plus sobre, en tout cas simple, un aplat de couleurs, hein, bleu, mauve, avec la photo de la personne, soit voilà des aspects, des photographies de livres, d'écriture. Alors c'est pas tout à fait un ordinateur, c'est un livre qui représente un écran d'ordinateur et un clavier avec un petit jeu, et puis une plume de porte-plume, de stylo-plume. Alors maintenant qu'ils se construisent leur présentation d'eux-mêmes, comment est-ce qu'ils fabriquent cette poésie sur Twitter? Comment observer Twitter? Ce matin, pareil, comment on travaille, qu'est-ce qu'il y a à regarder sur ces outils web, ces réseaux sociaux qui sont très bavards, ça va très vite, c'est parfois très court, ça mêle du texte, de l'image, des processus, il faut cliquer, il y a énormément de choses à observer. Comment on arrête un peu le temps et sur quoi on se focalise? Donc pareil, je me suis intéressé, enfin Goffman là, avec façon de parler m'a bien aidé sur les tours de parole, tout bêtement. Twitter, on parle, enfin, les gens échangent des choses, c'est de la communication. Sur des tours de parole, Goffman dit bah, voilà, moi je séquence, enfin, j'arrête les choses, je les classe, je crée un canal, des canaux. Voilà, donc canal principal de distraction, complémentaire, etc.
Je dis: «Bah, OK, essayons ça» et ça a plutôt bien marché, en tout cas pour moi, ce qui m'a permis d'isoler les choses en disant, d'isoler et puis de quand même trouver 2 catégories parce qu'il fallait, m'aider, m'orienter et puis, les choses sont apparues comme ça. Alors moi, j'ai appelé ça soit des comptes en zigzag, soit des comptes monochromes. Comptes en zigzag, oui, des poètes qui vont publier un tweet sur un poème, et puis la fois d'après sur hashtag Gaza, enfin peu importe, mais à l'époque il n'y avait pas ça, quoique déjà, ou les migrants dans la Méditerranée. Il y avait beaucoup, voilà, beaucoup de drames dans la Méditerranée, il y en a encore, mais là c'était quelque chose qui venait. Il y avait de l'humour, il y avait des petites annonces, et puis il y a de la poésie, puis de l'humour, des poésies, etc., etc. Et puis d'autres, au contraire, qui vont être vraiment sur une unique tonalité. Donc voilà, ça m'a permis aussi de m'orienter tout simplement. Alors avant de passer dans les exemples, rapidement, comment ils fabriquent cette poésie sur Twitter? Bah, les tweets, ça devient des strophes, poétiques qu'ils identifient à travers donc une mise en page, heu, beaucoup de retours à la ligne, de majuscules, de spatialisation du texte. Ils vont puiser dans certains codes littéraires. Alors, heu c'est parfois daté, enfin en tout cas on peut dire: «Ah oui tiens ça, c'est plutôt issu, 19e, début 20e» ou voilà, les rimes ou les vers blancs, les vers libres. Des dimensions visuelles aussi, ils vont travailler sur des jeux graphiques, sur des illustrations et puis évidemment le hashtag sur ce travail de classification qui est, je vais pas me enfin voilà, je passais un peu de temps là-dessus aussi dans mon travail de thèse parce que c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, ils ont compris que ça permettait aussi d'être retrouvé plus facilement, hein, voilà. Mais c'était une manière aussi d'affirmer. Hashtag micro-poésie, hashtag poésie, hashtag voilà, tout un florilège, mais c'est intéressant. Aussi une capacité de les créer. Donc, quand ils les créent, bah, bien souvent, c'est lancer une tendance. Donc, quand on est un peu seul, quand on lance une tendance, mais c'est pas grave. Certains persistaient là-dedans. Parfois, ça fonctionnait aussi, créer des rendez-vous. Donc, il y a aussi tout un jeu par rapport à ces hashtags. Alors, des exemples maintenant. L'écriture en strophe. Voilà, donc on voit la brièveté, le retour à la ligne, les majuscules et puis le hashtag. Euh, Louis Poète. Alors Louis Poète, il est québécois, enfin pour la petite histoire. Là, on voit la limitation à l'époque des 140 caractères, où en fait la personne se répond à elle-même. En fait, c'était tout simplement une manière bah voilà, d'aller au-delà des limitations. La question la poésie un peu poésie graphique, avec des signes typographiques qui sont utilisés, les bulles sous l'eau des chapelets qui courent. Alors les petits ronds, les petites bulles, ben, nous donnent à voir, en tout cas illustre ce texte. Et puis bah, l'illustration photographique qui vient tout simplement trouver sa place avec un texte ensuite qui nous parle de main. Donc on a 3 exemples. Et puis Lucien Suel. Alors Lucien Suel est un peu particulier parce que déjà il signe de son nom, c'est un poète artiste identifié, identifiable, et puis qui a une carrière, voilà, mais qui travaillait là-dessus sur ses poèmes express, sur vraiment l'objet, à la fois l'objet page, l'objet poème, l'objet du stylo qui vient caviarder le texte, etc. Mais on trouve vraiment une diversité d'expressions. Et puis alors après, une fois voilà, qu'on a regardé, j'ai envie de dire, à l'arrêt, ces strophes et ces poésies, ces poèmes, j'ai voulu comprendre l'expérience. Camille, tu parlais ce matin d'expérience de UX. Euh, voilà, je me suis dit, bah, c'est quelque chose de vivant. Moi, j'arrive avec mon regard de chercheur. Une fois que c'est fait, c'est-à-dire que j'ai passé sur le dispositif, j'ai passé un mois ou un mois et demi en fait à regarder tous les jours, matin, le soir, voilà, à collecter énormément, à tenir les graphiques de combien ils ont d'interactions, etc. Une fois qu'on a une masse conséquente de données, finalement, on est passé à côté de plein de choses aussi. Et j'ai reconstitué. Alors, c'est aussi la magie, franchement, de la plateforme. J'ai pu reconstituer en allant rechercher finalement tel tweet avec. Il y a un moteur de recherche, hein, pas chronologique, hein, qui me les a ressortis. Et donc, j'ai retracé les connexions des uns et des autres.
tel poète qui a publié à telle heure a eu combien d'interactions entre les j'aime, les commentaires, de qui est abonné à qui a suivi la totalité de la séquence. Donc j'ai réussi à... c'est assez passionnant, une vraie enquête. On arrive à le faire. Mais j'avais besoin, enfin, on a vécu en fin de matinée une performance. Là, j'avais besoin de recréer, de recomposer la performance qui avait eu lieu à ce moment-là. Ce qui a donné, alors voilà, sociabilité littéraire et exigence de bienveillance, c'est les deux choses en tout cas qui vraiment sont apparues. Sociabilité littéraire, oui, il se passe autre chose autour de la poésie, il se passe des interactions sociales et se dit autre chose que de la poésie, mais ça en fait partie de cette activité-là. Et puis l'exigence de bienveillance qui est apparue aussi. Je le mets aussi en avant parce que peut-être qu'à l'époque, je ne sais plus maintenant, mais à l'époque, il y avait pas mal de travaux sur les trolls, alors maintenant, on parlerait du deepfake, on parlerait euh, alors à l'époque, on parlait de rumeurs, etc. Ça existe toujours. Et les plateformes, Twitter était vraiment vu d'un regard, je dirais pas condescendant, mais avec beaucoup de distance, en disant il s'y passe pas que des belles, est-ce qu'il s'y passe des belles choses? On ne sait pas. Il s'y passe plein de choses. On n'aime pas trop ça, et quand on va regarder, c'est souvent pour critiquer les GAFAM, etc. Bon. Mais il faut, il n'y a pas de souci. Mais en l'occurrence là, moi j'ai pu observer tout à fait autre chose, donc, notamment de la bienveillance. Alors la séquence qui suit, donc, que j'ai qualifiée de conversation poétique, elle date de juin 2017. Elle a commencé à 21h49. Donc le 5 juin, elle s'est terminée 2 jours après, à 7h31. Il y a 12 tweets. On va les balayer rapidement. Vous verrez. Donc le premier tweet, le jour 1, c'est Evelyne Charras, c'est son propre nom, qui donc publie un poème, un tweet de poème, qui est retweeté, qui provoque quelques j'aime. Euh, première interaction avec une illustration de ce poème. Je ne vous l'ai pas lu, hein, parce qu'on avance, mais en tout cas, ce poème parle de la nuit. Voilà, elle pénètre les maisons, les âmes, c'est la nuit. Moi, je me moque de ces diamants. Voilà, peu importe. Je ne vais pas préciser, je ne travaille pas, moi, du tout, vous l'aurez compris, sur les textes, leur qualité, c'est pas du tout mon objet. Donc, en tout cas, là, il y avait l'évocation de la nuit. Donc, elle reçoit une réponse d'une photo de crépuscule, on va l'imaginer, on l'interprète comme ça, en tout cas. Elle a une réponse joyeuse, avec ce i qui s'étire dans son tweet. Une première question sur le sens du poème, mais voilà, l'âme et le diamant avec un emoji. Elle lui répond, bah non, dans mon poème, c'est pas ça. Alors il n'y a qu'un seul j'aime, hein, donc c'est à mon avis le même qui marque qu'il a bien reçu la réponse. Il y a une discussion aussi qui s'ouvre maintenant. Voilà, avec une citation, oui, mais Tom Waits, il parle de diamants, c'est les pare-brises, etc. Okay. Elle répond et elle clôt provisoirement. Là, il est 10h, 22h07, bisous à vous deux, on imagine qu'elle les connaît. Elle explique, pour moi, les diamants, c'était les étoiles. Okay. Le deuxième jour, une contribution à la discussion. Voilà, qui apporte sa pierre à l'édifice. À nouveau, une réponse courte d'Evelyne Charras. Et puis, une proposition, une continuation de poème qui provoque pas de réaction. Un j'aime, mais pas plus de réaction que ça. Alors, c'est la nuit qui m'ennuie, il reprend, effectivement, voilà, qui est Menorsi, et il prolonge et il propose. Une nouvelle proposition à nouveau de ce premier poème, en fait. Et puis, la clôture de la séquence par Evelyne Charras, qui accuse réception, quelque part, je vous ai lu, oui, et puis qui vient quelque part clore cette séquence-là. Voilà, donc du coup, ce que ça m'a permis, ce petit travail, alors j'en ai fait d'autres, hein, mais ce petit travail-là et ce zoom, c'est que cette séquence concerne un ou plusieurs poètes, en l'occurrence plusieurs, mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, dans la faculté de lancer le tour de parole. Voilà. Là, il y en a plusieurs. Des tours de parole s'organisent vraiment comme Goffman, hein, avec une ouverture, des réponses et une clôture. La bienveillance est de mise, on l'a vu, en tout cas pour Evelyne Charras, qui répond à chaque fois, ou en tout cas même si c'est un petit j'aime, ou si c'est du oui, il y a du bisou, il y a voilà, des choses, on sent qu'il y a des affinités où les gens se connaissent, peut-être un petit peu, numériquement en tout cas.
Toutes les propositions ne reçoivent pas de réponse nécessairement, mais en tout cas, si elles ne reçoivent pas de réponse, c'est pas, il n'y a pas d'agressivité. Et puis, ces échanges créent vraiment c'est Liberato qui parlait de sociabilité littéraire euh, et qui permet aussi un premier travail de fixation de la valeur des poèmes. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans qu'est-ce que dit ton poème, quelle est cette image, tiens, j'ai une référence à d'autres auteurs, à un texte de chanson, j'ai une photo qui vient illustrer. Euh, Ma lecture, en tout cas, était que il y a ce premier travail autour de. C'est pas uniquement le poète seul qui va publier et qui va. On dépasse le cahier de brouillon à ciel ouvert. Là, il y a un premier travail critique, presque, qui est en train de s'initier. En guise d'ouverture, parce que je conclus, je reviens sur cette notion de poète et de poétesse ordinaire. Et sur vraiment la possibilité que ça m'a donné de dépasser amateur professionnel. Je me suis beaucoup inspiré des travaux de Gomard, Maisonneuve et le troisième qu'on dit toujours. Bon, peu importe. C'est que justice parce que généralement les deux chercheuses passent à la trappe. Donc, voilà, donc Gomard et Maisonneuve, elles seront ravies. Sur le travail autour de l'amateur et notamment l'amateur de musique, l'amateur de vin. Et puis la différence avec le professionnel, je suis parti du principe que, alors je m'excuse si il y a un contre-exemple ou dans la salle ou pas, mais que c'était compliqué d'être salarié en tant que poète, donc professionnel en tant que poète. Pour ça, Sébastien Dubois a fait une très bonne thèse sur socio-économie de la poésie en France, où on montrait très bien que les poètes étaient poètes et quelque chose d'autre. Enseignants, chercheurs, beaucoup enseignants, journalistes, professionnels de la culture, etc. Donc il y avait une deuxième activité rémunératrice, salariée. Et donc, partir déjà de voilà, régler ce problème-là. Ensuite, sur la question de la légitimité, la valeur de cette production poétique. Et pareil, j'ai voulu mettre en pause puisque c'est pas du tout mon objet. Je ne souhaitais pas le faire. Et ça m'a permis, bien au contraire, de découvrir un champ de la poésie et d'écouter en tout cas des acteurs de la poésie bien vivants et puis très actifs, beaucoup plus, ce que je mets, beaucoup plus inclusif et quelque part beaucoup plus pacifié au niveau de l'art. Je prends souvent cet exemple-là, moi, dans mon panel. Euh, je ne l'ai pas su évidemment de suite. C'est quand j'ai commencé à les rencontrer alors c'était de la visio pour la plupart. Je me suis pas déplacé au Québec ni en Belgique ni voilà. Pour la plupart, quand je commençais à travailler sur qui es-tu, tu es qui, qu'est-ce que tu fais, tu peux te présenter, etc. Moi j'ai trouvé ça mais passionnant. C'est Evelyne Charras par exemple. Je parle beaucoup d'elle. J'espère que elle publie toujours, elle est toujours active. Hein, donc elle était assistante maternelle. Elle est assistante maternelle en fait. Donc elle est nounou. C'est une nounou en fait. Elle garde les enfants. Elle me dit mais moi c'est génial parce que je suis nounou, j'aime les enfants, puis j'aime écrire. Et puis elle dit mais moi c'est super quand il y a la sieste des enfants. Qu'est-ce que je fais? J'écris partout. Hop, clac clac clac. J'ai mon petit ordinateur, j'ai mon smartphone, etc. Et cette personne-là, grâce à ces outils-là, elle s'est fait aussi repérer, donc elle a fait des salons, voilà, il y a tout un parcours. Elle a fait les premiers salons qu'on qualifierait de poète amateur, voilà. Et puis il y a toujours des éditeurs qui gravitent dans ces milieux-là, qui viennent regarder un petit peu ce qui se passe, à la fois dans les salons et à la fois, tu le disais Camille, dans les audiences, tout simplement la notoriété que les uns et les autres, la communauté de fans qu'ils peuvent avoir. Et du coup, ça devient intéressant. Il y a autre chose qui se tisse là-dessus. Donc, voilà, j'ai des personnes au RSA qui, pour plein de raisons de santé, notamment, étaient au RSA et avaient une activité mais importante, un vrai boulot quoi, de poète. Des fonctionnaires de bibliothèques municipales, voilà, enfin, bref, des sexologues. Voilà, donc vraiment des poètes et poétesses ordinaires. C'est ce sens-là que j'ai donné à Ordinaire. Et puis, effectivement, je l'ai dit tu l'as dit dans ma présentation, autour des droits culturels, c'est quelque chose qui, à la fois,
dans ma recherche et mon travail, on va dire intellectuel, et dans mon travail plutôt de praticien de la culture, cette notion de droit culturel, elle est extrêmement importante. Et moi, j'avais ça. Alors, les observations m'ont permis vraiment de le préciser. C'est-à-dire que pour moi, le web, c'est un outil d'émancipation culturelle. C'était ça. Voilà. Euh, L'accès aux ressources, donc ça, c'est évident. Mais plus que ça, on dépasse cette vision descendante. C'est pas uniquement de l'accès aux ressources. On n'a pas uniquement accès à des grands textes de poésie ou à de la poésie en train de se faire, euh, à la littérature, au film, etc., à la musique. Non, on a, et je reprends là pour le coup, alors c'est un peu la tripartition des droits culturels, c'est à la fois la possibilité d'avoir une approche plus anthropologique de la culture. On n'est pas sur les beaux-arts uniquement. On a également la capacité de vivre ça ou ces identités culturelles. Je l'évoquais sur la présentation de soi, comment je construis ma présentation de soi. Donc, Ad Poésie, quand elle va où il va dans la rue peut-être travailler, il ne se présente pas comme ça, il a une autre identité. Camille, tu parlais ce matin des racisés, des genres. On voit, ça travaille. Il y a des endroits qui sont travaillés là-dessus par rapport à l'identité. Donc, c'est puissant. Et justement, moi, je pensais à mon Evelyne Charade. Je me dis, mais euh, son identité de nounou, elle la revendique aussi en disant, mais je suis nounou et poète. Quoi. Voilà. Et puis, sa capacité à trouver sa place dans une ou des communautés culturelles, ce qui caractérise les droits fondamentaux culturels. On le retrouve aussi beaucoup alors, sur des appariements, des abonnements, des followers, les communautés de fans, etc. Mais aussi beaucoup dans les forums. J'ai aussi travaillé sur les forums, j'en parle pas là, j'ai pas le temps là, mais aussi sur les revues numériques, les revues en ligne, qui forment des communautés en fait de poètes, poétesses qui sont éditées et qui sont également multiples. Et puis l'apport méthodologique de cette approche ethnographique, moi c'est quelque chose voilà qui me nourrit encore, c'est-à-dire c'est une vision incarnée des activités numériques sur de l'information et de la communication, elle est parfois un peu désincarnée. Donc moi, voilà, j'avais à cœur vraiment d'observer les manières de faire des poètes avec une attention aux interactions. Je ne l'ai pas cité, mais j'ai aussi beaucoup été inspiré par Garfinkel sur les ethnométhodes, c'est-à-dire c'est juste regarder comment les gens donnent du sens à leur activité. Point barre. Et s'il nous dit, si vous faites ça, que ça, mais c'est énorme, vous avez juste accès à un bout de leur réalité. Et vous n'allez pas calquer vos propres... alors des fois on a besoin quand même d'avoir quelques outils pour s'y retrouver, mais d'observer les ethnométhodes, ça permet vraiment de voir comment eux donnent du sens à leur réalité. Après, des outils quand même concrets, bah, les captures d'écran, reconstituer des échanges, on l'a vu, la liste de liens, les appariements qu'on croise, et puis écouter aussi les poètes se raconter. Et puis enfin, donc l'actualisation et analyse rétrospective, qui était le sous-titre de mon intervention. C'est un peu, je vous les livre un peu en vrac, hein, comme ça, mais c'est vraiment moi ce qui me... Alors l'hypothèse de la bienveillance et de l'émancipation, c'est vrai que mon travail, je l'ai vraiment basé là-dessus, j'ai voulu défendre ça, donc chercher ça. Donc ça, c'est une autocritique. La bienveillance, je l'ai trouvée, j'ai voulu la chercher. Voilà, idem pour l'émancipation. Euh, Peut-être que, reprenant ce travail-là ou le poursuivant, je serais peut-être sensible différemment. L'intelligence artificielle et la poésie, on n'a pas forcément parlé encore. Moi, je connais alors ChatGPT, bien sûr, hein, mais il y a plein de startups, il y a plein de plateformes, plein. Il y en a quelques-unes en tout cas, euh, qui sont super puissantes. Je vous le dis, vraiment. Dont une que je connais très bien. Euh, que dire? On est quand même face à quelque chose, en tout cas, d'un point de vue des chercheurs, il faut qu'on s'y intéresse. Il faut qu'on regarde ça. La génération automatique, enfin automatique, l'aide à l'écriture, allez, je suis positif, l'aide à l'écriture de textes via l'intelligence artificielle, de textes, de romans, de scénarios, de poésie, c'est aujourd'hui, c'est là, ça existe. Et ça existe vraiment bien, quoi. Vraiment, vraiment bien. Donc, plutôt que de nier, de dire, bah non, hein, rappelons-nous toutes les révolutions, je viens des SIC, la presse écrite, la radio, la télé, l'Internet, on connaît tout ça. Rien n'a tué l'autre, mais tout s'est transformé les uns avec les autres. Donc là, l'intelligence artificielle
voilà, elle s'impose à nous. Donc voilà, je me dis, moi, ça c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment travailler. Comment justement, mais si je reprenais les poètes de mon terrain, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en racontent? Il y avait notamment sur les forums une chasse au plagiat, une chasse au pillage de textes. Parce que ça, voilà, il faut produire du texte, il faut être présent, il faut, voilà, il y a des champions, ceux qui arrivent à faire beaucoup de textes, puis des bons textes. Mais c'est fatigant, c'est dur de faire toujours des bons textes. Donc voilà, il y avait ce plagiat-là qui était vraiment, qui planait tout le temps. Et donc l'IA, vous plagiez même pas l'IA, bref. Et puis la transformation des plateformes, bah ouais, Twitter est devenu X. Alors ça, j'aimerais aussi savoir est-ce que ça a changé. Donc pour préparer un peu, voilà, je suis allé retourner sur mon terrain, j'ai regardé, la plupart sont encore présents, ils ont suivi. Hein, donc, voilà. Le capitalisme de l'attention. Et puis versus le droit à la déconnexion et au ralentissement. C'est quelque chose également d'important. Je l'ai entendu un petit peu dans mon terrain, mais un tout petit peu, surtout sur les comptes monochromes, en disant moi je veux maîtriser les choses. Pareil sur, bah, je veux plus aller sur Twitter, j'ai d'autres plateformes un peu ouvertes, etc. Mais j'ai personne qui me suit, donc bah, je suis retourné sur l'autre. Voilà. Mais bah, comment finalement, malgré tout, même à travers des interactions littéraires, de la bienveillance, malgré tout, on crée du contenu et on est dans ce capitalisme bah, cognitif, quoi. Et puis le ralentissement et la sobriété, parce que bah, on est tous comme ça, il faut alimenter cette espèce de machine, il faut alimenter, on crée finalement du besoin constamment, et ça peut être passionnant, hein, ce matin, voilà, quand on voyait les traces, les archives, etc., on crée, c'est passionnant, c'est une expérience artistique, poétique, mais si on prend, et moi c'est ce que j'essaie de plus en plus de faire, euh, si on fait un pas de côté en tout cas, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire finalement? Est-ce que ce tweet est nécessaire? Est-ce que ma réponse est nécessaire? Est-ce que je peux pas faire autrement? Bref, les autres plateformes, bon bah, voilà, vous êtes là pour y répondre. Et puis cet impact écologique des activités numériques, je l'ai pas du tout questionné moi sur mon travail à la base, c'était pas du tout l'idée. Le ralentissement, ça en fait partie, mais c'est vrai que je l'ai pas du tout entendu non plus. Personne, à aucun moment, ne m'a parlé de tout ça en disant bah, je sais que finalement, de garder mes 15 ans parce que j'ai mon vieux blog, mon machin, de garder tout ça, c'est un impact. Je pense que là, en 2024, si je les réinterrogeais, je pense qu'ils me diraient oui, je sais. Alors, j'ai travaillé sur d'autres sujets, sur des professionnels de la communication culturelle qui sont pourtant bien là-dedans. Hein. Les réponses qui sortent, c'est de dire ouais, je sais que le papier, les forêts bien gérées, les encres végétales, machin, ouais, je sais. Mais je sais que le numérique, c'est pas mal, mais c'est pas non plus bien non plus, mais c'est compliqué ces choses-là. Voilà, c'est compliqué. Donc je me dis, là, il y a aussi vraiment quelque chose à faire. C'est pas parce que on est dans l'émancipation, on est dans l'incapacitation, dans comment dirais-je, de la liberté individuelle, tout simplement, qu'il faut aussi oublier que bah, nos actes, qu'ils soient artistiques ou poétiques, ont une vraie conséquence par rapport au collectif et par rapport à notre planète. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était effectivement très complémentaire avec la recherche que je mène. Donc, on aurait intérêt à travailler ensemble. Voilà, ceci est une main tendue. Juste un petit complément d'information qui va tout à fait dans le sens de ce que vous étiez en train de dire sur droit au ralentissement, etc. Je fais partie d'un collectif de poétesses et personnes non binaires sur Instagram qui s'appelle Poétesse Gang. Et on a des grands débats entre nous sur la question de la fréquence de publication sur le compte. Et en gros, il y a les partisanes de il faut faire vivre le compte. Et il y a les partisanes de il faut pas céder à cette pression de la productivité en poésie, quoi. Voilà. Donc c'est exactement un débat qui se pose aujourd'hui, en ce moment, régulièrement sur notre compte collectif. On est une trentaine à l'animer. Et ouais, on n'a pas à trancher. Je,
mon activité professionnelle principale, c'est voilà, professionnelle dans le domaine de la culture. Et les artistes, donc spectacle vivant principalement, sont quand même évidemment à l'avant-pointe dans la réflexion. Et tout l'aspect écologie symbolique, c'est-à-dire réinventer demain, imaginer des univers dystopiques ou apporter un regard critique, ça, on est dedans. Enfin, il n'y a aucun problème, on est capable de dénoncer des choses, etc. Pour autant, l'activité qui permet de dénoncer ces choses-là, on est en plein dans quelque chose qui vient en contradiction. On y arrive, pour le moment, on n'y arrive pas encore. Donc après, les réponses, elles sont en train, elles s'inventent petit à petit, elles s'inventent par petits bouts. Moi, j'ai une conviction, mais c'est la mienne, c'est systémique. Enfin, faut changer de système, quoi. Là, on est au bout du bout. Enfin, au bout du bout. Non, on peut aller encore plus loin. Ah, comment? Moi, je sais pas où et plus loin. J'ai pas envie d'y aller dans ce plus loin-là. Mais voilà, le monde de l'art et de la création, euh, je vais encore au-delà. Peut-être même là, c'est fait dépasser même à un moment donné. Et c'est pour ça que, ouais, imaginer des choses, il y a pas de souci. On peut imaginer plein de choses, mais pour le faire et pour le transmettre et le dire, bah, il n'y a pas les moyens, quoi. Les outils ne sont pas encore adaptés. Oui, mais c'est parce qu'on touche aussi au paradoxe justement de la promotion, de la visibilité. C'est-à-dire si on arrête de faire et de publier, etc., comment on est visible? Enfin, tant que ce sont ces moyens-là qui rendent visibles, ok, alors on peut décider collectivement que on n'a rien à faire de la visibilité et tout ça, mais ça va contre le. Je veux dire, c'est compliqué, quoi. Alors non, enfin oui, bien sûr, mais je prends le parallèle avec l'édition papier. Ben, on a là en juin, on va accueillir un séminaire justement sur la bibliodiversité et l'écologie du livre. Il y a des libraires, des bibliothécaires, etc. Bah pareil, c'est fou. Des libraires qui vont avoir des rayons entiers de livres qui parlent de l'écologie, qui disent voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, peut-être que voilà. Et puis qui disent mais ces bouquins-là, ils vont partir au pilon, ils sont venus avec des camions, ils repartent avec des camions, on va les détruire ensuite, ils n'auront pas été vendus. Enfin, comment on fait? Ils n'ont pas la réponse. Voilà. Ils n'ont pas la réponse. J'en profite pour rebondir sur cette question parce que je la trouve vraiment importante et personnellement j'ai tendance à plutôt avoir ce pas de côté, enfin disons une certaine méfiance vis-à-vis du numérique qui peut vite se transformer en, j'employais des mots qui sont ceux de François Jarige, mais voilà, un système un peu autoritaire, enfin quelque chose de l'ordre aussi d'une prédation sur nos vies, avec tout ce que ça peut engendrer comme addiction, prise sur le temps, donc nécessité de la déconnexion, etc. Et à vous écouter, et c'est une question aussi que je voulais poser ce matin à Camille Blumfeld sur Instagram, j'ai l'impression que Instagram, c'est un petit peu ce qu'il peut y avoir de pire en termes de publicité. Et je voulais vous demander ce matin si les Insta-poètes prennent en considération ces questions-là, c'est-à-dire l'écologie et le risque de devenir des influenceurs dans le sens d'une prostitution à des logiques capitalistes, puisque sur Instagram, il y a quand même tout le temps des publicités. Alors, moi, je me suis dit, parce que je suis des comptes sur Instagram, notamment, par exemple, À quoi bon des poètes, etc., qui donnent à entendre, à lire de la poésie au milieu de tout ça, et je me dis, est-ce que c'est une résistance de l'intérieur, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a ce risque voilà, de participer à une prédation capitaliste et écocide? Voilà. Alors, sur Instagram, je laisserai Camille répondre. Franchement, je pense que le secteur culturel, et plus particulièrement, on parle de la poésie, qui est encore un art très marginal, quoi. Quand même commercialement, en fait, marginal. Enfin, il y a une économie qui est de la poésie qui est quand même bien vivante aujourd'hui, mais je veux dire économiquement, c'est pas, par exemple, on parlait du papier, je veux dire l'énergie qui est gaspillée entre guillemets en produisant de la poésie. C'est pas en produisant ce genre de contenu qu'on fait surchauffer
les serveurs dans le Nord, là, je veux dire, les clouds où tout se trouve, quoi. Je veux dire, d'un point de vue technologique, énergétique, c'est peanuts. Pour moi, c'est pas une préoccupation. C'est collectivement qu'on change des autres, pas chacun dans son coin. Mais là, on parle d'une pratique collective qui est en train de... Oui, par exemple, votre groupe, là, moi, la question que j'aurais posée par rapport au business model d'Instagram, est-ce que vous n'avez pas eu des tactiques, des réactions par rapport à ce business model, je ne sais pas, se moquer des publicités qui sont affichées? Si, il y a ça. En fait, il y aurait des réponses très différentes selon les instapoètes. Là, c'est pas, on peut pas avoir une réponse unique pour une communauté aussi diversifiée. Mais oui, c'est une question qui se pose par certains comptes qui, par exemple, je parlais tout à l'heure de ZMag et de Nicolas Vermelin, qui est un artiste numérique qui a fermé son compte et qui est reparti à zéro exprès pour déjouer un peu. Alors, il y a des stratégies de détournement, en fait. Il y a des comptes qui font du détournement, qui font de la critique, qui font des parodies des publicités. Voilà, donc il y a toujours moyen de faire de la critique à l'intérieur du système, quoi. Mais bon, il y a aussi des poètes qui assument très bien de faire du merchandising. Enfin, moi, je suis régulièrement démarchée par des boîtes, des marques féministes. Je mets des gros guillemets pour que je mette ma poésie au service du féminisme sur leur t-shirt, quoi. Et... Ouais, voilà. Bah, en gros, on a des poètes plus ou moins anticapitalistes, mais c'est pas. De toute façon, à partir du moment où on publie sur ces réseaux, on cède nos droits. Hein. Enfin, faut savoir déjà que, en fait, quand on signe comment on appelle ça là, les conditions, les CGU, en fait, quand on regarde le détail des CGU, on cède tous nos droits. Donc déjà, je ne sais pas combien de personnes sont conscientes de ça. Et puis, il y a ce que je disais sur le risque aussi enfermant des contenus qui restent dans la plateforme. Si un jour, votre compte est fermé parce que vous avez fait une publication un peu trop pro-palestinienne et que ça n'a pas plu à l'algorithme d'Instagram, par exemple, et ben, potentiellement, vous perdez des années de travail. Alors ça, c'est pareil. On peut archiver, on peut exporter en fait son compte, on peut se réapproprier les données. Mais combien de personnes sont conscients de ça et le font? Franchement, je ne sais pas. À mon avis, pas beaucoup. Donc, mais je pense que c'est aussi une communauté qui est assez jeune et qui est en train de grandir, de se former, et qui a des stratégies. Il y a un compte que j'adore, on parlait ce matin d'Abrupt, je retrouve plus le nom là, mais qui publie aussi chez Abrupt et qui fait des tas de stratégies de détournement comme ça, et qui vont aussi s'étendre dans le monde du livre. Par exemple, je vais retrouver le nom, mais ils ont fait ce livre qui s'appelle Vole ce livre, et c'est un livre qui est donné partout. Et qui est, justement, c'est d'aller contre l'idée du système. Donc, en fait, moi, je leur avais écrit, ils m'ont envoyé 10 livres comme ça, pour que je les diffuse n'importe où, donc gratuitement, pour que le livre soit volé. Alors là, on est dans le détournement par le papier, mais en fait, c'est une stratégie qui se poursuit, qui est entre le réel et le virtuel, et voilà, qui a un impact, qui a un impact aussi dans l'univers d'Instagram. Donc, il y a différentes... Oui, si je peux me permettre aussi, Instagram, ou les réseaux sociaux, il y avait d'autres choses avant. Il y avait des poètes avant aussi, hein, quand tout ça n'existait pas. Et notamment, moi, c'est Lucien Suel qui m'a fait bien sourire, parce que c'est un vieux de la vieille. Il m'a dit, mais moi, avant, on faisait du mail art. On s'envoyait des poèmes par la poste. Et les gens et ça fonctionne finalement de dire, ouais, mais bon, là, grâce au réseau, vous pouvez toucher plein de gens. Je veux dire, les gens qui vont s'intéresser à ce que je fais. Donc ça correspond aussi à la réalité hors web, hors plateforme, où finalement les gens pouvaient s'abonner ou de bouche à oreille sur les revues numériques. Ce qui ressort beaucoup, c'est génial, les revues, bah ouais, super. Donc c'est voilà, les fondateurs et animateurs des revues, ils sont animés par ça au départ. C'est génial. Puis après, ils se rendent compte qu'ils sont enfermés quand même. La bulle, quand même, ils la créent aussi à un moment donné. Ils sont enfermés. Et puis, c'est de proche en proche. C'est un bouche à oreille numérique qui se crée. Vous enlevez le numérique, le bouche à oreille a toujours existé. Et l'envoi de revues en poésie, le monde de la poésie, les revues, ça, c'est comment dirais-je, c'est un des piliers. C'est historique. Je veux dire, la poésie s'est diffusée à travers les revues. Donc, on peut aussi tout à fait imaginer un après. Alors,
Je l'imagine pas, je le souhaite pas, peu importe, mais un après énergie fossile, un après outils numériques, et pour autant continuer à avoir une activité de poète, poétesse, et puis se faire diffuser les choses. Après, à nous d'être vigilants, parce que je suis persuadé que la publicité et le capitalisme reviendra. Là où il y a de l'attention, là où il y a des échanges et des interactions, de toute façon, il y a cette manière de faire, pour pas dire ce fléau. Alors, il me semblait peut-être qu'il y avait une main qui s'était levée par là. Non? C'était toi, Yata. On prend une dernière question parce qu'il faut ensuite qu'on passe. Merci beaucoup. Question très brève donc. Je me suis demandé simplement comment vous aviez constitué le corpus. Voilà, Camille Bloomfield en a parlé ce matin et c'est un problème, parce qu'il y avait méthodologiquement un problème potentiel, en tout cas à cause des biais. Dans votre cas, j'ai l'impression que c'est très différent. Comment j'ai fait? Je me suis beaucoup interrogé sur, pareil, hein, comment je vais faire pour sélectionner, avec des tentations, puisque à l'époque, pareil, il y avait plein d'aspirations de métadonnées, de mégadonnées, parce que voilà, et puis de recoupements, de faire des cartographies. C'était très beau, hein, mais, mais ça servait à rien. Donc en fait, vraiment à rien. Donc j'ai jeté une grande partie de mon travail. Voilà. Et l'ethnographie, c'est-à-dire que je me suis mis dans la peau d'un ou d'une poète qui voulait engager une activité ouais, mais je me dis, c'est pareil sur les moteurs de recherche. J'ai fait beaucoup de comparaisons. J'ai essayé de monter un système en disant, je vais prendre un duc machin, je vais prendre un free, je vais prendre un écolo bidule machin, puis pour essayer mais je me dis, mais à quoi ça sert de faire ça au final? Enfin, c'est pas moi qui dis ça, c'est mes directeurs de thèse. On dit, mais pourquoi tu fais ça, Adrien? Ça ne sert à rien. Bon. Je me suis mis dans la peau, du coup, d'un poète, d'une poète, et je me dis, mais comment j'accède à la ressource? Ben, Google, quoi. Enfin, voilà, je tape, ou Safari, ou peu importe, le lait dominant, et je tape un certain nombre de requêtes. Alors, par contre, les requêtes, voilà, ça, je les ai travaillées, je les ai identifiées. J'avais fait une première grosse phase d'observation tout azimut, euh, avec une première classification pour voir quelle réalité en fait la poésie avait. Donc j'avais aussi bien des maisons de la poésie que des maisons d'édition, que des sites vitrines simplement d'un livre, voilà. Bon. Et puis j'ai ensuite voilà affiné, je sais plus de tête, plus d'une dizaine de requêtes avec des guillemets, des or, des plus, des voilà, pour avoir une quantité assez importante finalement de résultats que j'ai à nouveau analysés pour finalement me rendre compte que l'endroit où j'avais envie d'aller pour voir justement la poésie en train de se faire par des vrais gens, quoi. Voilà, par des vrais gens. Et puis après, j'ai fait un équilibrage entre, tout bête, hein, pour le coup, homme-femme, parce que je me suis dit autant avoir une parité. Voilà. La question des pays m'intéressait, parce que je voulais vraiment voir comment autour de cette francophonie, comment ça s'organisait. Bon. Il y a effectivement des petites choses un peu différentes. Je pense à la Belgique notamment, où il y a des choses un peu le Québec. Voilà. Et puis, j'ai travaillé sur des comptes ou des acteurs qui avaient une vraie activité, c'est-à-dire, enfin une longévité, une vraie longévité, pas 6 mois. Et puis qui étaient à la fois sur des réseaux sociaux, qui avaient parfois aussi des blogs à côté, et édité ou pas édité, peu importe. C'était pas mon. Voilà, donc avec tout ça, j'ai fait mon terrain. Je voulais juste un... Comment? C'est pas une question, je voulais juste un truc. Quand même, en introduction, c'est pour dire ce qu'était l'Aps, le sucre et l'absinthe, qui a été une microfabrique de poésie, et dont le site est encore hébergé dans les mémoires d'un autre site, et qui se présente ainsi. L'Aps, le sucre et l'absinthe a été une microfabrique de poésie numérique et sur papier récup. Depuis sa création, l'Aps, le sucre et l'absinthe a été économiquement improductive. L'Aps, le SCA ne comptait pas dans le PNB du pays. L'Aps, le SCA ne contribuait pas à la production de biens. L'Aps, le SCA ne créait pas de richesse. L'Aps, le SCA a été cette forme évasée, ce creux, ce vide
sans lequel le pichet d'eau ne serait pas. L'APS ne cherchait pas à produire, vendre, rentabiliser. L'APS élaborait des projets poétiques en collaboration étroite entre auteurs-éditeurs. L'APS souhaitait propager la poésie pour donner une vision responsable, consciente et créative de la réalité, du monde comme nous l'avons hérité, afin d'envisager un futur humain, animal, végétal, minéral, sidéral, sidérant. Par son savoir-faire artisanal, fabrication main, papier de récupération, et le choix de ne publier que peu de titres à peu d'exemplaires, l'APS, le SCA, exprimait son engagement contre la société de marchandisation et la croissance économique. Devant la surabondance de biens en général, la dissolution de l'art, de la littérature et de la poésie dans la logique économique, l'APS affirmait et affirme toujours que la conscience du vide et du temps qui passe peut agir sur notre siècle, comme le révélateur en photographie, et déclare cette position artistique capable de profonds bouleversements sociaux, esthétiques et philosophiques. Aujourd'hui, l'APS appelle à une esthétique de la lenteur, du vide, du silence. L'APS, cette aventure s'est terminée en 2008. 2008. Si je avez peux répondre commencé quand? juste en guise de, allez, presque de provocation, parce que c'est un très beau texte, mais j'aime bien terminer par un clin d'œil. Là, on est effectivement pour moi dans de l'écologie symbolique, c'est-à-dire voilà, on énonce un avenir possible, souhaitable, meilleur. Pour autant, c'est la création de contenu, et la création de contenu va alimenter les plateformes à un moment donné. Peu importe le contenu, enfin, peu importe ce qui s'y dit, c'est du contenu, et ça vient alimenter les choses. Donc finalement, la meilleure des pratiques, ce serait de ne rien faire. Je suis bien d'accord. Ça- Oui, mais je pense qu'il y a quand même, des alternatives au rien faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à l'intervention suivante, qui est une performance.